Alors parlons de la néoglucogénèse. Alors, il faut savoir que certains tissus, comme le cerveau, les globules rouges, la région médulaire du rein, le cristallin, la cornée de l'œil, les muscles en contraction rapide, ont besoin d'un approvisionnement continu en glucose. Et c'est uniquement le foie qui est capable d'assurer cette fonction par la mobilisation du glycogène dans un premier temps, mais également par néoglucogénèse. Alors le glucose peut être synthétisé par néoglucogénèse à partir de précurseurs comme le pyruvate, comme le lactate, comme le glycérol, qui provient de l'hydrolyse des triglycérides, et comme les acides aminés glucoformateurs. La majeure partie du glucose qui est produit, qui est néoformé, 90%, est synthétisé dans le foie. Le reste, c'est le rein qui peut assurer cette fonction. Effectivement, le rein peut jouer un rôle mineur, sauf en cas de jeûne prolongé, où la contribution devient importante. La néoglucogénèse est activée lors d'un jeûne ou dans le cas d'un diabète. En cas d'un exercice physique pendant lequel le glucose musculaire est dégradé en lactate, la néoglucogénèse hépatique va être stimulée et va retransformer le lactate en glucose par néoglucogénèse. C'est ce qu'on appelle le cycle de Cori. Alors bien que la néoglucogénèse soit habituellement définie comme la transformation du pyruvate en glucose, et que la glycolyse soit la dégradation du glucose en pyruvate, il faut bien comprendre que la néoglucogénèse n'est pas l'inverse de la glycolyse. Je vous rappelle qu'il y a 3 réactions qui sont irréversibles dans la glycolyse. Celle catalysée par la glucokinase dans le foie ou l'exokinase dans les autres tissus. Celle catalysée par la phosphofructokinase, la une. Et celle catalysée par la pyruvate kinase. Donc ça, je vous rappelle qu'il y a 3 réactions irréversibles dans la glycolyse. Et donc, en fait, on ne pourra pas remonter tout simplement les réactions de la glycolyse, puisque ces 3 réactions sont irréversibles. Alors, en partant de ce constat, il va falloir contourner ces 3 réactions irréversibles de la glycolyse. Alors, je vous ai dit que l'une des sources, c'était le lactate. Alors, le lactate peut être transformé en pyruvate. Le pyruvate, vous savez, peut rentrer dans la mitochondrie. Et normalement, le pyruvate est transformé en acétyl-CoA grâce au complexe pyruvate déshydrogénase. Et l'acétyl-CoA, les 2 carbones de l'acétyl-CoA vont intégrer le cycle de Krebs grâce à la citrate synthase. Alors en réalité, dans le cas et on parlera de régulation un petit peu plus tard, mais dans le cas de la néoglucogénèse, le pyruvate ne sera pas pris en charge par la pyruvate déshydrogénase, mais va être carboxylé en oxaloacétate grâce à la pyruvate carboxylase. Cette enzyme à magnésium va fixer un CO2 au pyruvate. Et cela est demandeur d'énergie, donc on consommera un ATP. Alors cet oxaloacétate ne va pas pouvoir sortir de la mitochondrie pour rejoindre le cytosol, parce qu'il n'existe pas de navette permettant de faire sortir l'oxaloacétate. Par contre, il existe une navette à malate, et donc l'oxaloacétate va, grâce à la malate déshydrogénase, qui est une enzyme réversible, qui consomme du NADH plus H+, va donner le malate, et c'est le malate qui va ressortir de la mitochondrie. Ce malate va être pris en charge par une isoforme de la malate déshydrogénase, une isoenzyme cytosolique de la malate déshydrogénase, qui va donc retransformer le malate en oxaloacétate. Cette réaction d'oxydoréduction met en jeu donc le coenzyme
NADH plus H+. Et donc on va à partir de NAD+, régénérer le NADH plus H+. Donc, déjà on pourrait dire que du point de vue énergétique, ce sera équivalent, puisque le NADH plus H+, consommé dans la mitochondrie va être régénéré dans le cytosol. Bon. L'oxaloacétate, enfin, va être prise en charge par une enzyme qu'on appelle la phosphoénolpyruvate carboxykinase, on l'appelle aussi la PEPCK, qui est une enzyme qui va consommer le GTP et qui est une enzyme de décarboxylation. Donc pour décarboxyler, on a besoin d'énergie apportée par le GTP. Et ça va donner donc le phosphoénolpyruvate qui va pouvoir remonter la glycolyse. Donc voilà comment contourner la dernière étape de la glycolyse, l'étape catalysée par la pyruvate kinase, qui est une étape irréversible. Alors un mot sur les acides gras. Effectivement, les acides gras peuvent donc par bêta-oxydation fournir de l'acétyl-CoA. Les deux carbones de l'acétyl-CoA peuvent réintégrer le cycle de Krebs par l'intermédiaire du citrate pour donner du malate. Et donc les deux carbones apportés par ces acides gras vont pouvoir alimenter la néoglucogénèse par l'intermédiaire du malate. Alors il existe encore deux réactions irréversibles que nous devons contourner, celle catalysée par la phosphofructokinase 1 et celle catalysée par l'exokinase ou la glucokinase dans le foie. Alors, donc je vous rappelle que l'on part du phosphoénolpyruvate, donc je vous rappelle que la pyruvate kinase catalyse une réaction irréversible, nous l'avons vu à l'instant, on a régénéré le phosphoénolpyruvate par l'intermédiaire de l'oxaloacétate et de la PEPCK. Voilà, donc on en arrive au fructose 1,6-bisphosphate. Alors pour contourner la phosphofructokinase, eh bien, le fructose 1,6-bisphosphate va être pris en charge par une enzyme qu'on appelle la fructose 1,6-bisphosphatase qui va se charger d'enlever le phosphate grâce à de l'eau, donc à hydrolyser le phosphate pour régénérer comme ça le fructose 6-phosphate. Voilà. La deuxième étape qui doit être contournée, enfin, c'est celle catalysée par la glucokinase. Alors, on en a déjà parlé lorsqu'on a fait la glycogénolyse. En effet, le glucose 6-phosphate va être pris en charge par la glucose 6-phosphatase, qui est une enzyme du réticulum endoplasmique. Et donc, rebelote, c'est une hydrolyse. Donc, on va enlever le phosphate du glucose, le 6-phosphate, pour redonner du glucose. Et ce glucose va rejoindre la circulation sanguine pour alimenter les autres tissus demandeurs de glucose. Alors, un mot sur le bilan énergétique. Alors, si l'on part du pyruvate, je vous rappelle que le pyruvate va donc donner l'équivalent de 3 carbones. Et pour obtenir un glucose, il faudra 6 carbones. Donc pour obtenir un glucose, il va falloir partir de 2 pyruvates. Alors, le pyruvate va être converti en oxaloacétate. Donc déjà, je vais consommer par la pyruvate carboxylase 2 ATP pour 2 pyruvates. Ensuite, pour convertir l'oxaloacétate en phosphoénolpyruvate, je vais devoir consommer 2 GTP par la phosphoénolpyruvate carboxykinase. Ensuite, lorsque je vais remonter la glycolyse, on va consommer de nouveau 2 ATP, puis 2 NADH plus H+, pour arriver finalement au fructose 1,6-bisphosphate. Je vous laisse revoir la glycolyse, mais effectivement, finalement, je vais consommer l'équivalent donc de 6 ATP, et 2 NADH plus H+, c'est-à-dire 6 ATP de nouveau, donc 12 ATP. Alors toute cette énergie, d'où elle vient? Principalement de la dégradation des lipides, des acides gras. C'est la bêta-oxydation qui va donner l'énergie nécessaire pour pouvoir réaliser de la néoglucogénèse. Alors parlons un petit peu de régulation de la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, comme la glycolyse, se déroule dans le cytosol. La plupart des intermédiaires leur sont communs, et donc des conflits peuvent apparaître au niveau de leur utilisation.
Les deux processus ne répondent pas au même objectif puisque la glycolyse est engagée plutôt dans la production d'énergie et la néoglucogénèse est plutôt donc engagée dans la conservation de l'énergie. Donc il faut une régulation réciproque de ces deux processus de manière à ajuster en fonction de l'état énergétique les besoins de la cellule et des tissus. Compte tenu du fait que la néoglucogénèse et la glycolyse utilisent des séquences de réactions fonctionnant en sens inverse, elles vont faire l'objet d'une régulation allostérique efficace qui font intervenir deux couples d'enzymes. Le couple phosphofructokinase 1, fructose 1,6-bisphosphatase, et le couple pyruvate déshydrogénase, pyruvate carboxylase. Alors le niveau élevé d'AMP va activer la phosphofructokinase 1 de la glycolyse et inhibe la fructose 1,6-bisphosphatase de la néoglucogénèse. Par contre, lorsque la concentration en ATP et en citrate sont très élevées, la glycolyse va ralentir parce que le citrate va inhiber la phosphofructokinase 1. L'ATP, par ailleurs, inhibe également la phosphofructokinase 1. Alors, la pyruvate déshydrogénase et la pyruvate carboxylase vont constituer le deuxième couple d'enzymes qui sont réciproquement régulés, affectant la glycolyse et la néoglucogénèse. Ces deux enzymes sont des enzymes mitochondriales. Alors, en cas de besoin en ATP, le fructose 1,6-bisphosphate va stimuler la pyruvate kinase pour produire du pyruvate indispensable à la formation de l'acétyl-CoA. Donc une activité de la pyruvate déshydrogénase va favoriser la glycolyse. Alors s'il y a un excès d'ATP, ça suppose que le cycle de Krebs va ralentir et que la phosphorylation oxydative va également ralentir. Du coup, le citrate et l'acétyl-CoA vont s'accumuler dans la matrice mitochondriale. L'acétyl-CoA en excès va devenir un effecteur négatif de la pyruvate déshydrogénase, mais un activateur de la pyruvate carboxylase, qui, en temps normal, est peu active. Le pyruvate est alors transformé en oxalacétate, ce qui engage les carbones dans la néoglucogénèse plutôt que dans le processus de production de l'ATP. Alors parlons un peu de régulation hormonale. Il faut savoir que le fructose 2,6-bisphosphate est un métabolite qui se comporte comme un effecteur allostérique positif de la phosphofructokinase 1 et négatif de la fructose 1,6-bisphosphatase 1. Alors, ce fructose 2,6-bisphosphatase résulte en fait de la phosphorylation du fructose 6-phosphate par une enzyme qu'on appelle la phosphofructokinase 2. Quoi qu'il en soit, le glucagon, qui est l'hormone du jeûne, va, par l'intermédiaire de l'AMP cyclique, inhiber la production de ce fructose 2,6-bisphosphate. Du coup, ce fructose 2,6-bisphosphate absent va lever l'inhibition de la fructose 1,6-bisphosphatase et donc favoriser ainsi la néoglucogénèse. De même, le fructose 2,6-bisphosphate, qui était un activateur de la phosphofructokinase 1, ne pourra plus jouer son rôle activateur et donc ne va pas être en faveur de la glycolyse. Donc pour terminer, je vous rappelle que le glucagon, par l'intermédiaire de l'AMP cyclique, va également inhiber la pyruvate kinase et donc ne sera pas en faveur de la glycolyse.